Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Bouillon, je suis paysagiste concepteur, président de Takei Conseil. Un quart d'heure à passer ensemble autour de la question l'eau et le végétal au secours de nos villes. Je commencerai par un rapide diagnostic du rapport qu'entretiennent l'eau, le végétal et le système urbain aujourd'hui. Une photo, celle du désert du Buren, côte ouest de l'Irlande, des grandes plaques minérales, des fissures, un peu de nature. Et on se dit que les événements climatiques vont être violents et que cette nature courageuse va avoir aucune influence sur l'environnement. C'est donc bien normal que ce soit un désert. La deuxième photo est celle de Paris, ville du ciel. La similitude est étonnante. Des grandes plaques minérales, des fissures, un peu de nature. Et on se dit là aussi que la nature va avoir peu d'influence sur l'environnement global. Le rapport donc entre le minéral et le végétal en ville est semblable à celui d'un désert. Alors, là, j'ai agrandi la photo de Paris. Deuxième observation, celle d'une très grande minéralité qui cache une très grande imperméabilité. Et on se dit que l'eau de pluie va être piégée dans le système, qu'elle va avoir un mal fou à retrouver son cheminement naturel. Et on se dit que l'augmentation des phénomènes pluvieux liés à cette imperméabilisation massive de nos villes va durablement mettre en faillite nos systèmes d'assainissement qui, du coup, sont basés sur une collecte de 100% de cette eau de pluie et d'irrigation. Alors, ça donne les images suivantes en français ailleurs, et ça nous permet de faire le premier constat suivant, c'est que finalement on a inventé un système dans lequel l'eau est devenue l'ennemi de la construction, le végétal un accessoire, alors qu'ils sont ensemble à la base de tous les écosystèmes propices à l'installation humaine. Nos villes sont construites. Du coup, elles surchauffent, elles débordent, elles sont bruyantes, elles sont violentes. On pourrait presque dire qu'elles sont impropres à destination. Des dysfonctionnements majeurs qui vont s'intensifier. La minéralisation associée au réchauffement climatique va de plus en plus créer des îlots de chaleur urbains. L'absence de filtres naturels va concentrer la pollution. L'assainissement pluvial donc est durablement saturé. Il est donc aujourd'hui, me semble-t-il, raisonnable de s'interroger sur l'avenir d'un système urbain fondé essentiellement sur des infrastructures techniques. J'ai agrandi la photo à droite, qui est un village dans le bas de Württemberg en Allemagne. Ce qui est intéressant, c'était de lire le commentaire à l'appui de cette photo que faisait le journaliste. Il disait les violentes tempêtes de la veille ont causé d'importants dégâts. Violentes tempêtes de la veille, immédiatement on regarde les toits. Or, ceux-ci sont intacts. C'est le socle urbain qui s'est arraché et c'est ça qui doit nous poser question. Ce système urbain qui nous pose tant de questions trouve peut-être son origine dans les innovations techniques de la fin du 19e, qui ont progressivement imprimé le système du 20e, la voiture, le train, le pétrole, la révolution industrielle, etc. Une époque qui nous a laissé penser qu'à chaque question, même naturelle, on pouvait trouver une réponse technique ou technologique. Et on a progressivement substitué au socle naturel initial de nos villes un socle minéral inerte fait d'une collection d'infrastructures. C'est un système qui est de plus en plus technique, qui isole les compétences, rend la transversalité difficile, dans lequel le citoyen contribue peu, il est usagé. C'était sans compter sur la loi de Illich, Ivan Illich, sur l'institutionnalisation, qui dit en gros que chaque fois qu'on institutionnalise un système, il génère sa propre perte, sa propre saturation. Et du coup, nos réseaux viaires sont complètement saturés matin, midi et soir. L'air est pollué, quand même 48 000 morts par an. Et nos voiries débordent. Et là, on est dans un cas étonnant du centre-ville de Nemours, une rue commerçante, où on voit des Zodiacs avec des moteurs. Alors, si les changements de siècle sont propices aux évolutions marquantes, quelles sont les évolutions issues du XXe siècle sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour fonder un nouveau système urbain, celui du XXIe? Je pense qu'elles existent. Les réseaux sociaux, la data, l'intelligence artificielle, biotechnologie, biomimétisme, et surtout de nouvelles coopérations, des coopérations inédites entre la ville et la nature, entre l'IA et l'IN, l'eau et le végétal, le citoyen, son administration, le public et le privé, un système d'ailleurs dans lequel le citoyen devient co-auteur. Donc, nos villes et nos villages doivent se reconnecter à leur écosystème naturel. Cette transition a déjà débuté. Je vais vous le montrer au travers d'un exemple à Singapour. On voit un grand parc linéaire au milieu duquel coule une rivière. On connaît là les principes de notre trame verte et bleue. C'est intéressant, c'est de voir ce que c'était alors.
Cette rivière, en réalité, c'était un canal qui servait à gérer les trop-pleins en cas d'orage. Une infrastructure grise monoservicielle, elle était démontée, elle est devenue le lit mineur de la rivière. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que cette première fonction, cette unique fonction hydraulique semble avoir été améliorée avec un débit vraisemblablement plus gros. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en réalité, une fois que cette fonction hydraulique a disparu, eh ben, se cache dessous un formidable parc, jeux d'enfants, biodiversité, environnement, fraîcheur, lutte contre les troubles de l'anxiété, les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc, une formidable infrastructure verte. Cette transition a débuté également en France. Par exemple, la requalification de l'entrée de ville du Havre, Jean-Marc Lanton, paysagiste, et surtout Michel Pénard, un des pionniers de la gestion intégrée des eaux pluviales en France, où cet espace public qu'il a piloté également. Là, il y a une remarque intéressante à se faire, c'est la sobriété du dessin qui vient de l'absence d'ouvrages exclusivement hydrauliques que sont les bordures, les caniveaux, les tabourets siphons, les pointes de diamant inversées pour diriger le pluie. Ça donne une forme de légèreté au dessin qui est très appréciable. Les Mureaux, une grosse opération de rénovation urbaine, 18 000 habitants, 35 millions d'euros de travaux. On a réussi à rendre entièrement transparent à l'eau de pluie l'ensemble des voiries de ce quartier, c'est-à-dire que plus rien ne va dans les conduits d'eau. On voit une voirie ici avec toujours cette légèreté du dessin liée à l'absence de bordure et ces espèces de rangs creux. Et pour finir, une granulométrie plus petite de celle du village du lotissement, en l'occurrence c'est une cité minière. L'eau de pluie descend dans des pelouses légèrement en pente, elles vont vers une noue qui est partagée avec le domaine public, que l'eau de la voirie va également dans cette noue. C'est une forme de nouvelle coopération dont je vous parlais tout à l'heure. Le changement de regard donne des idées à l'Europe, qui a financé un programme de recherche qui s'appelle Nature for Cities, avec 7,5 millions de budget, 28 partenaires, 9 pays, 4 villes pilotes. Il ressort de cette recherche qu'il y a 60 typologies de fonctions écosystémiques qui pourraient être utiles à l'homme et au système urbain, qu'il met en avant qu'il faut planter pour infiltrer, rafraîchir, dépolluer, des prestations qui étaient normalement confiées à des infrastructures, que la nature serait donc contributive du fonctionnement urbain grâce aux services fournis par la nature, donc que la nature devient une infrastructure à part entière. Une infrastructure, comme je disais tout à l'heure, qui est terriblement multiservicielle, à l'inverse de nos infrastructures techniques. L'eau et le végétal, on peut le dire sans rougir, sont essentiels à nos villes. L'eau pluviale va être le départ de cette transition. Alors, on se dit facilement que gérer différemment l'eau pluviale, notamment par filtration sur les opérations neuves, ça va être facile, mais quid de la ville existante? Est-ce que ça va être facile, difficile, impossible dans l'existant? On va se promener autour de trois cas de figure. Vous voyez sur le plan. Premier cas de figure, nous sommes dans une voirie plutôt périurbaine qui conduit à des grands ensembles. On sent qu'il y a des espaces de sport, etc. Le profil de la voirie, c'est 7 mètres de large. Il y a un espace vert, un petit cheminement, etc. Et on s'aperçoit qu'en transformant cette voirie en double pente, où l'eau est contrôlée par des bordures, on fait une pente unique qui va vers des espaces verts, on met l'espace vert en creux. Et on s'aperçoit que pour une surface active de 10,85 m² au mètre linéaire, on a un volume d'eau à stocker pour une pluie de 60 mm de 0,65 m3 et que le volume de stockage dans l'anneau est de 0,67 m3 dans l'espace. Deuxième cas de figure, c'est un autre contexte assez typique de nos villes, plutôt un peu plus résidentiel. On voit un parking en épi, un espace vert, cette fois-ci il est légèrement en butte, mais la voirie est très large, donc on voit le profil, 7 mètres là encore, etc. Et on s'aperçoit qu'on peut par exemple diminuer de 2 mètres la voirie, gagner 2 mètres d'espace vert qu'on met en creux, et cette noue va gérer les eaux pluviales. Il y a 8,5 m² au mètre linéaire, 0,5 m3, le volume de stockage est à 0,6, donc je vais vous montrer un troisième exemple. Ça, c'est une 2 fois une voie avec TPC. Et on voit le profil. Et là, il y a plusieurs solutions possibles. La première, c'est de mettre deux nous, de part et d'autre. On garde le profil et on décale un peu les équipements connexes. Et on met nos deux nous.
Ou alors, il y a une deuxième solution, c'est de mettre un terre-plein central, le zébra, on le creuse et on le met en contrebas et on envoie les eaux de pluie dedans. Ça pourrait donner ce type d'exemple. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment on arrive à planifier cette gestion intégrée des eaux pluviales à la bonne échelle, c'est-à-dire à l'échelle territoriale. Parce qu'on a compris, la réponse va se situer parcelle après parcelle, morceau de voirie après morceau de voirie, dans finalement des solutions qui sont presque dédiées au cas par cas. Comment on arrive à planifier et en faire une nouvelle stratégie à l'échelle territoriale. Alors, je vais vous présenter au travers de l'exemple de Bresse et de Blois la technique mise au point par Michel Bénard d'Hélénie, qui s'appelle ODEC. Je vous rappelle le contexte général, développement de l'urbanisation, augmentation des surfaces imperméables, augmentation des intensités des épisodes pluvieux, du coup, sous-capacité des réseaux en temps de pluie, inondation, déversement des polluants dans le milieu naturel, non-conformité par rapport à l'arrêté en France du 21 juillet, mais qui touche toutes les villes européennes. Donc, il y a deux attitudes possibles. La première, solution traditionnelle, bassin enterré, unitaire, pompe de relevage, etc. Ça veut dire qu'on a un bassin versant, une surface active, surface imperméabilisée de X centaines d'hectares, qui collecte, comme je vous l'ai montré pour Paris tout à l'heure, toute l'eau de pluie qui tombe. Tout ça va dans un système de tuyaux de plus en plus gros, et puis converge vers la station d'épuration. Et là, on intercepte le flux et on le stocke momentanément dans des bassins tampons considérables qui coûtent une fortune. Deuxième solution, celle qu'on préconise, on stocke et on infiltre l'eau pluviale au plus près, c'est-à-dire qu'on va avoir une logique, plutôt que de s'occuper de la conséquence, on va s'intéresser à la cause et on va essayer de diminuer la surface active du bassin versant en déconnectant tout ce qui est déconnectable, c'est-à-dire copropriété après copropriété, morceau de rue après morceau de rue, parking après parking, etc. Alors, cette solution est évidemment beaucoup plus économe et vertueuse. Elle permet d'éviter ce que vous voyez ici, c'est un énorme bassin d'orage. Je crois que c'est ici les Moulineaux, c'est l'équivalent de 6 piscines olympiques. Je ne sais pas si vous voyez, c'est 40 millions d'investissements. Et nous, on préconise une solution qui est plutôt celle-ci, où on voit qu'on va stocker en toiture, infiltrer en pied d'immeuble, transformer des pavés en sol perméable, on va infiltrer ici, on va faire une petite noue, un jardin creux, etc. Et donc, on voit bien qu'on va mobiliser l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire tant du domaine public que du domaine privé, dans cette cause commune qui est de désimperméabiliser pour soulager les réseaux d'assainissement. Alors, pour y arriver à la bonne échelle, et arriver à aider la collectivité dans son programme de déconnexion, il n'y a que le mélange de l'intelligence artificielle et de l'intelligence naturelle qui permet de screener une ville tant sur le domaine public que sur le domaine privé. Alors, regardez ce que ça donne. Par exemple, pour l'occupation du sol, eh ben, on a une lecture algorithmique des pixels des photos aériennes, qu'une précision de 20 cm² qui permet d'avoir un état très précis de l'occupation du sol d'une collectivité, donc tant sur le domaine public que sur le domaine privé. De là, on va en déduire un coefficient de ruissellement par parcelle. Chaque fois que les températures les couleurs sont tendres, c'est que c'est très infiltrant. Quand elles sont de plus en plus intenses et de plus en plus rouges, c'est de plus en plus difficile. Donc on va essayer de se concentrer sur ce qu'il y a de plus facile et déconnecter très rapidement toutes ces surfaces-là en infiltrant. En passant, on va pouvoir sortir d'autres types d'analyses qui sont intéressantes, comme celle des connexions écologiques. On sait qu'en termes d'environnement, c'est important d'avoir des connexions écologiques. On va pouvoir également sortir la carte d'ombrage du bâti et de la végétation, également la carte d'ensoleillement. On se dit que avec celle de l'eau, l'ombre, le soleil, on est en train de s'armer pour lutter contre les îlots de chaleur. Mais on peut aussi aller dans le détail et rajouter en zoomant les courbes de niveau, etc., et presque faire du projet. Cette méthode permet rapidement une lecture exhaustive du territoire, quelle que soit sa taille, une identification rapide des surfaces perméables, imperméables, une diminution des coûts de diagnostic. On a moins besoin d'envoyer des cordes de gens sur le terrain, bien qu'on verra tout à l'heure qu'on va le faire quand même. Et ça permet de déterminer un coefficient d'imperméabilisation, les pentes, le bâti à front de rue, celles qui ont des jardins en arrière-cour, etc. Alors, il faut toujours compléter cette visite virtuelle par des visites de terrain et qui permet de classer un, un potentiel de déraccordement des eaux pluviales sur chaque secteur par un code couleur. Alors, en se baladant sur le site, on va vérifier des choses de détail comme le positionnement d'une gouttière, par exemple, sur la présence de sous-sol, sur l'état des surfaces minérales. On va essayer de classer parcelle après parcelle sur un code couleur
très facile, facile, moyennement facile, difficile et impossible. Et on va le cartographier, ça donne ce type de carte. Alors évidemment, on va se concentrer là aussi sur tout ce qui est vert et alors le résultat agrégé, ça donne quand même quelque chose de très intéressant parce que 70% de la surface du bassin versant, en l'occurrence c'est celui de l'école navale à Brest, est classé en facile et très facile. 28% en moyennement facile et difficile, et seuls 2% est jugé impossible. Le résultat, c'est que le volume déconnectable sur la parcelle facile et très facile est de 5500 m3, qui vont donc être redonnés au sous-sol pour un coût estimé à 620 000 euros, soit ratio moyen de 110 euros le mètre cube, ce qui, en comparaison avec le coût de référence donné par l'agence de l'eau, entre 800 et 1000 euros le mètre cube par le système traditionnel, vous savez, des tuyaux, du bassin de stockage, etc., etc. Donc la déconnexion des eaux pluviales ciblées sur des zones plus propices peut donc être 7 à 9 fois moins cher, sans compter tous les autres avantages qu'offre cette gestion intégrée des eaux pluviales en termes de projet, en termes d'environnement et en termes de gestion de la ressource. Alors, des exemples qui illustrent, celui d'un parking à 480 places de mémoire pour un industriel dans la région mulhousienne. Alors, à premier regard, ce parking est assez charmant, hein. On voit qu'il y a une densité de végétation et de plantation qui est très importante. Et en fait, ce parking va coûter 200 euros de moins à la place qu'un parking traditionnel. Et on finance tous ces arbres et on obtient cette économie grâce à la sous-pression de tous les objets exclusivement dédiés à la gestion de l'eau, bordure haute, caniveau, euh, tabouret siphon, séparateur d'hydrocarbures, tout le système de tuyaux, etc. Tout ça est supprimé et une partie de l'économie vient à l'investisseur et puis l'autre partie est donnée à la nature par la qualité des plantations. C'est l'exemple qu'on avait utilisé sur le parking du Zénith à Strasbourg, un gros parking en bocage qui a été largement primé aussi en France, qui donne des images assez intéressantes. Celui-là n'était pas spécialement peu cher, mais quand même, ça donne une idée pour un parking de Zénith qui est souvent vide, c'est plutôt mal. Et puis, un autre exemple pour finir, celui de Vichy, de la gare de Vichy, avec ces fameux jardins en creux qui gèrent l'eau de pluie. Et ça donne toujours cette écriture légère parce qu'il n'y a plus tous ces attributs de bordure, comme je disais tout à l'heure. Enfin voilà la qualité. Alors, nos villes doivent être connectées à leur écosystème. Ce qu'il faut retenir de cette intervention, me semble-t-il, en un, transformer notre système est faisable, réaliste, des solutions existent à toutes les échelles. Deux, ayez bien en tête que cette infrastructure verte qui naîtrait de cette déconnexion est multiservicielle à la condition de bien mêler l'eau et le végétal dans des trajectoires communes, que c'est une condition indispensable pour bénéficier des fonctions écosystémiques, lutter contre les îlots de chaleur, l'inondation. Souvenez-vous qu'une plante en situation de détresse hydrique arrête de produire les fonctions écosystémiques que nous visons à utiliser, que c'est donc par la généralisation de l'infiltration que la notion d'infrastructure verte va s'imposer, et c'est par les économies de ce système vertueux, vous savez, 7 à 9 fois moins cher, que le modèle économique va exister. Il faut donc planifier son développement à l'échelle urbaine. C'est le point de départ de la transition écologique, une transition qui va transformer des travaux contraignants. Vous savez, on fait des grandes tranchées, des trous, etc. Puis à la fin, on rebouche tout, il reste une cicatrice dans l'orbée. Et bien là, en changeant la peau de la ville, en changeant la pente, etc., on refait l'espace public, on peut le faire en participation avec les habitants. Voilà, pour finir, je vais vous lire trois phrases et je vous dirai d'où elles viennent. Un, l'infrastructure verte recèle un potentiel écologique, économique et social considérable, peu coûteuse et durable, et qui crée des emplois. Deuxième phrase, c'est le développement des infrastructures vertes va de pair avec les ressources en eau, les eaux de pluie, en assurant une gestion efficace de l'eau en général. Donc l'eau et le végétal sont bien liés. La troisième phrase pour conclure, il faut accélérer le passage de la norme des infrastructures grises à la norme des infrastructures vertes en matière de planification urbaine. Et ces trois phrases viennent de la dernière résolution du Parlement européen sur l'année européenne pour les villes plus vertes 2022, en date du 17/09/2020, donc c'était hier. On voit qu'il y a une sorte d'alignement des planètes qui devrait nous permettre tous ensemble de réussir cette transition, me semble-t-il, indispensable de nos villes. Grâce à ça, l'eau et le végétal peuvent venir ensemble, la nouvelle matrice de la transformation écologique de nos villes et de nos villages. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté